Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Géopolitique le MAG, la deuxième partie. Merci d'être avec nous sur Radio J. C'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine, la géopolitologue Léa Landman. Bonsoir Léa. Bonsoir Steve. Et merci de nous rejoindre. Je rappelle le titre de votre podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Zone d'influence. Cette semaine, Léa, vous nous parlez de la puissance américaine au Moyen-Orient. Depuis l'accord cadre avec l'Iran, on entend beaucoup dire que les États-Unis ont perdu la main au Moyen-Orient. Cette semaine pourtant, 3 événements donnent une image plus contrastée. Comment les lisez-vous, chère Léa ? Alors, oui, parce qu'en fait, évidemment, depuis l'accord cadre, mais même un peu avant, les États-Unis ont perdu la main, ils vont se retirer du Moyen-Orient, c'est plus la même puissance qu'avant, etc., etc. Sauf qu'en final, vous n'avez aucun pays qui a autant de bases militaires dans la région, et autant d'influence quand même. Et cette semaine, il s'est passé 3 événements qui disent pas que les États-Unis ont repris complètement, mais qui disent aussi, qui montrent quand même un tableau complètement différent de ce qu'on pourrait penser. Alors, on va commencer par la signature ça s'appelle le Trilateral Framework, donc c'est l'accord cadre en fait trilatéral entre Israël, le Liban et les États-Unis. C'est grâce à Marco Rubio, il faut le dire, il représente l'aile plutôt, j'aime pas tellement dire dans ce cas-là l'aile pro-israélienne, mais en tout cas l'aile des accords d'Abraham. Okay, face à J.D. Vance. Face à J.D. Vance, face à J.D. Vance. Et le texte est publié sur le site du département du State Department, le département d'État, ce qui est en fait le Quai d'Orsay américain. Oui. Et l'accord crée un processus structuré pour restaurer la souveraineté libanaise, désarmer le Hezbollah, démanteler son infrastructure militaire au Liban, et il prévoit aussi la création d'un groupe de coordination militaire trilatéral, facilité par Washington. Les États-Unis s'engagent sur $100 millions d'aide humanitaire immédiate et plus de 30 millions pour renforcer les forces armées libanaises. C'est clairement un succès diplomatique américain, Léa ? Ah, clairement. Parce que je vous rappelle que quand l'accord a été signé, et moi-même, notre analyse était que, comme la première clause des 14 points liait en fait le cessez-le-feu iranien au cessez-le-feu, le cessez-le-feu avec l'Iran au cessez-le-feu avec le Liban, ça remettait en fait une puissance dans les mains iraniennes sans précédent, ou en tout cas sans précédent avant la guerre, ce que Israël et le Liban ne voulaient pas. Et ça, c'est vraiment un résultat que, comme on a dit, ni Israël ni le Liban n'auraient atteint sans pression, il faut le dire pression, et sans médiation américaine. Le Hezbollah a entraîné le Liban dans cette guerre en mars dernier, le 2 mars, et c'est ce qui est dit explicitement le communiqué de Marco Rubio. Pendant des décennies, les gouvernements libanais successifs n'ont pas eu les moyens, ou la volonté d'ailleurs, de reprendre le contrôle de leur propre territoire, face au Hezbollah évidemment, et face à Téhéran. Et le fait qu'Israël et le Liban signent ensemble un cadre qui prévoit le désarmement du Hezbollah, et en fait sont exactement sur la même longueur d'onde pour la première fois depuis 40 ans, le retrait israélien, une fois la menace levée, les Israéliens ne veulent pas rester dans ce territoire du Sud-Liban, ça n'a vraiment aucun équivalent. Maintenant, ce qui reste ouvert, je l'accorde, c'est l'implémentation. La signature d'un accord cadre, c'est pas un désarmement effectif, mais l'architecture juridique, politique est posée, avec des États-Unis qui s'engagent à rester pleinement impliqués, c'est-à-dire que les États-Unis, contrairement aux voix qu'on pourrait entendre, comprennent tout à fait que le Liban, et ça on l'a aussi dit, c'est quelque part un peu la clé de ce nouveau Moyen-Orient. Et la clé dans le sens où ça affaiblit l'Iran, ça permet de calmer la frontière israélo-libanaise, ça va permettre aussi de calmer la frontière libano-syrienne. Ça va avoir des effets dominos en fait. On sait qu'au Liban, il y a une grande opposition à cet accord, mais le gouvernement, probablement aussi sous grosse pression américaine, comme les Israéliens d'ailleurs, tiennent bon. Et on a entendu Joseph Aoun déclarer on comprend bien que le Hezbollah est contre, mais donc j'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais je n'accepte pas qu'on remette en question cet accord. Et puis, il parle au Hezbollah, il leur dit « Est-ce que vous avez une alternative ?» Et il dit « Il n'y en a pas. Ça suffit. » Donc ça, c'est pour le Liban. On suivra donc la mise en pratique de cet accord cadre, ce protocole d'accord. Quelques jours plus tard, Léa, autre réunion, cette fois à Bahreïn, organisée par le CENTCOM américain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur place ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, réunit à Manama, la capitale du Bahreïn, des responsables militaires de 12 États. Le Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, pardon, excusez-moi, la Syrie, les Émirats arabes unis et le Yémen. Et l'objectif, c'est de discuter de l'architecture de sécurité régionale et des opportunités de coopération en matière de défense. Alors, il faut quand même noter la chose la plus extraordinaire ici, c'est la présence de la Syrie et du Liban. C'est la première fois que ces représentants militaires participent à une conférence de défense régionale conduite par les États-Unis. Mhm. On sait très bien que la situation en Syrie reste complètement instable. Mais au niveau militaire, elle va être désormais intégrée, ou en tout cas, si pas intégrée militairement, elle va être intégrée dans un dialogue qui est piloté par Washington. Pareil pour le Liban, ok, il s'y trouve quand même 5 jours après la signature de l'accord cadre. Sa présence à cette table, c'est vraiment un moyen pour les Américains de montrer on est derrière vous, mais vous allez faire l'effort. Le CENTCOM rappelle aussi que les États-Unis et leurs partenaires régionaux gèrent le plus grand parapluie de défense aérienne et antimissile actif au monde dans la région et qu'une cellule de coordination régionale pour la défense aérienne a été mise en place en janvier dernier. Ce n'est pas le profil d'une puissance qui est en train de plier bagage. Et on rappelle quand même que les accords d'Abraham, le cadre a pu être construit relativement facilement parce qu'il existait déjà une architecture de défense aérienne qu'on a vu mise en place plusieurs Hmm. fois ces 3 dernières années. Et puis Donc en Léa, fait, oui, oui, je termine juste parce que ça, c'est un parapluie de défense aérienne qui marche pas à 100%. On le verra tout de suite avec notre troisième point. Mais en tout cas, personne ne peut remplacer les États-Unis dans ce cadre-là. alors donc on voit bien les ponts entre les affaires militaires et les affaires politiques et la manière dont tout cela peut créer de nouvelles convergences et coopérations. On termine avec donc les tensions avec l'Arabie Saoudite qui donnent une image nettement moins flatteuse pour Washington. C'est quoi exactement la crise entre Washington et Riyad, Léa? Alors, même si l'Arabie Saoudite a participé à cette réunion de CENTCOM, ce dialogue, le Wall Street Journal a révélé cette semaine une ampleur de friction entre Washington et Riyad autour du projet Project Freedom. Donc, c'était cette opération militaire américaine qui était censée garantir le libre passage des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Plus de 100 aéronefs militaires, des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz américains décollaient de bases et de porte-avions dans toute la région quand l'Arabie Saoudite, dont les bases et l'espace aérien étaient indispensables à la mission, a refusé de jouer le jeu. Trump a dû abandonner l'opération et la réaction américaine a été dure. Washington a menacé de retenir la livraison d'intercepteurs dont l'Arabie Saoudite a besoin pour abattre les missiles et drones iraniens. Riyad a finalement cédé, mais la relation ne s'est pas remise facilement. Les États-Unis envisagent aujourd'hui de réduire leur empreinte militaire dans le royaume, ce qui n'est pas des très très bonnes nouvelles pour la région, puisque ça va faire deux choses. Un, ça va renforcer l'accord déjà et la coopération assez impressionnante entre les États-Unis et le Qatar, mais surtout ils pensent à redéployer vers des pays qui ont soutenu, eux, plus franchement pendant la guerre l'effort des Américains, c'est-à-dire Israël et la Jordanie. Marco Rubio, lors de sa tournée dans le Golfe, la semaine dernière, a visité les Émirats, le Koweït, Bahreïn, et il ne s'est pas arrêté à Riyad, et les Saoudiens ont interpellé ça quand même comme un affront délibéré. C'est une relation très compliquée parce que ce qu'on entend quand même depuis 4 mois, c'est que d'un côté, au début, les Saoudiens ne voulaient pas que les Américains y aillent. Ensuite, ils voulaient qu'ils y aillent jusqu'au bout. Et en fait, ils se sont sentis trahis dans le sens où, comme les autres pays du Golfe, ils n'ont pas été assez protégés. Comme cette attaque contre l'Iran n'a pas été faite en coordination, ils ne se sont pas sentis assez protégés dans Et, cette histoire. et Et pour ils ont parfaire raison quelque le, part. et pour parfaire le tableau, si j'ose dire, Léa, on apprend maintenant que l'Arabie Saoudite conduit des pourparlers directs avec l'Iran. Oui, alors Riyad mène des discussions directes avec Téhéran sur 3 dossiers, le contrôle du détroit d'Ormuz, l'arsenal balistique iranien et le soutien iranien aux proxys de la région. Ça, c'est les 3 sujets que les Saoudiens considèrent comme la menace immédiate. Et d'ailleurs, ils considèrent que c'est une plus grande menace ou une menace plus importante pour l'instant que le programme nucléaire iranien. Un chercheur du Gulf International Institute dit que les Saoudiens ont perdu confiance dans la capacité des États-Unis à les protéger ou à exercer un jugement, et ça c'est encore plus important, un jugement fiable dans la confrontation future, ou dans une confrontation future. MBS, Mohamed Ben Salman, est allé chercher des garanties de sécurité auprès de Téhéran qui sont destinées à protéger le royaume dans l'hypothèse que les combats reprennent. Et dans ce cadre, on rappelle quand même, l'Arabie Saoudite approfondit ses liens avec le Pakistan. C'est le Pakistan
qui fait marcher l'armée saoudienne, qui a une nouvelle alliance de défense avec Riyad et qui a joué évidemment un rôle primordial dans les médiations pendant la guerre. Alors, ce mouvement saoudien, il traduit quelque chose qu'on voit depuis plusieurs mois, même avant la guerre. On ne sait pas si on est en train de redessiner les alliances au Moyen-Orient, si l'Arabie saoudite fait une sorte de hedging en fait avec les différents partenaires, si c'est un recalibrage stratégique vers plus d'autonomie. En tout cas, c'est des bruits qui font que tout le monde est un peu sous tension, mais on voit bien que les Saoudiens ne cassent pas n'abandonnent pas le jeu. Ils savent très bien que pour l'instant, ils peuvent compter que sur les Américains, même si c'est de façon relativement réduite. Léa, il nous reste 1 minute. Tout ce que vous venez de nous expliquer, notamment ce dernier point sur le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, est-ce que ça ne nous montre pas justement que la puissance américaine, je reviens à la question de départ, est sérieusement entamée au Moyen-Orient ? Non, elle n'est pas entamée, elle est peut-être remise un peu en question. Les Émirats, l'Arabie saoudite sont en train d'essayer de négocier de sortes d'accords de non-agression avec l'Iran. Sauf que ce genre d'accord n'existait pas sur le papier, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas compter sur l'Iran. Ça, vous pouvez l'entendre dans les conversations avec les Émiratis et les Saoudiens. Je ne dis pas dans les relations officielles ou dans les journaux officiels. Dans les journaux, vous entendez quand même que l'Iran a dépassé les limites. Je pense que l'Arabie saoudite sait très très bien qu'ils ne pourront pas faire confiance aux Iraniens à 100%. Et si je suis saoudienne aujourd'hui, je me dis que ce qu'il faut faire, c'est de trouver les garanties avec les États-Unis plus qu'avec l'Iran, qui n'est absolument pas fiable, encore moins. Mais pourquoi j'ai choisi ces 3 exemples ? Parce qu'en finale, comme très souvent depuis 4 mois, on a beaucoup de choses qui sont dites et leur contraire. On avait l'impression que l'accord de cadre, le mémorandum entre l'Iran et les États-Unis abandonnait complètement le Liban et de facto Israël. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les États-Unis ne se laissent pas avoir par les beaux mots iraniens. Je rappelle aussi que pour l'instant, il y a des très, très grosses batailles, vraiment des batailles d'influence à l'intérieur du régime iranien. Le Wall Street Journal en parle aujourd'hui, entre les plus durs et les moins durs dans le gouvernement. C'est pas du tout une histoire terminée. Et surtout, les États-Unis ne sont pas hors du Moyen-Orient. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que tout le monde va essayer de comprendre comment on travaille mieux avec les États-Unis. Mais il faut arrêter de faire du wishful thinking, c'est-à-dire de prendre ses désirs pour des réalités. La puissance américaine est là, elle va être différente, mais elle ne disparaît pas. Et c'est passionnant à suivre. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs à votre podcast Zone d'influence. Merci à vous. À la semaine prochaine. Steve.